Bienvenue dans la saison 2 du podcast Dans la turne d'à côté. Grandir, ce n'est pas seulement une question de temps qui passe. Après une première saison passée à explorer les débuts de la vie étudiante, nous reprenons la route aux côtés de jeunes qui avancent, qui doutent et qui expérimentent. Cette fois, ce sont les engagements et les passions, mais aussi les remises en question qui prennent le devant de la scène. Toujours à l'INSA Lyon, nous retrouvons des témoins qui ont bien voulu prêter leur voix pour raconter leur exploration, pour éclairer peut-être la vôtre ou celle de votre voisin, dans la turne d'à côté. Pour clore cette deuxième saison du podcast Dans la turne d'à côté, nous accueillons Ambre. Une fois n'est pas coutume, elle n'est pas élève d'ingénieur, mais étudiante en psychologie. En dialoguant avec ses amis, eux élèves ingénieurs, cette passionnée d'éducation a été frappée par une chose, l'idée trop commune et fausse qu'être intelligent signifie avoir de bonnes notes. Pourtant, il existe de multiples formes d'intelligence, autres que la sacro-sainte logico-mathématique, celle qui valorise les personnes capables de résoudre des problèmes et que notre organisation sociale idolâtre. Depuis le début de ses études, elle milite pour deux idées. L'intelligence n'est pas seulement cantonnée aux tests de QI, et surtout, les intelligences, ça se travaille. Je m'appelle Ambre, je ne suis pas étudiante à l'INSA, je suis étudiante à Lyon 2. Je suis tout fraîchement diplômée d'une licence de psychologie. Je suis arrivée à Lyon avec un autre ami à moi, qui s'appelle Théo. Et parallèlement à ça, j'avais beaucoup discuté avec d'autres amis à moi en école d'ingénieur et puis du coup Théo qui est à l'INSA. Et on avait discuté du fait que les notes c'est extrêmement important et qu'il y a une vision de si j'ai pas une bonne note, c'est que je suis pas intelligent. Et ça m'a fait tiquer parce qu'en parallèle de ça, moi j'ai ce qu'on appelle de la psychologie de l'éducation. C'est comment on fait en sorte d'avoir une bonne relation aux études et qu'est-ce que c'est que l'intelligence et comment on éduque à l'intelligence, etc. Et je trouvais ça complètement en désaccord avec ce que moi j'avais vu en psychologie. Ça m'a marqué, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de discuter, pouvoir un peu démystifier tout ça, quoi. Pour eux, l'intelligence, donc pour les personnes qui sont en école d'ingénieur et qui sont mes copains avec qui j'ai pu discuter, l'intelligence, c'est vraiment le fait d'avoir des bonnes notes et le fait de travailler est vécu comme quelque chose de négatif. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne travaille pas et qui a des bonnes notes, c'est ça quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui n'échoue jamais, c'est ça quelqu'un d'intelligent. C'est ça en fait pour eux. Alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est pas du tout ça et c'est ce qu'on appelle une vision d'intelligence fixe. Cette vision d'intelligence-là, elle est très dangereuse, entre guillemets, pour le bien-être des personnes, parce que ça implique que l'échec est vécu comme dévastateur, et c'est vécu comme l'idée que tout s'arrête une fois qu'on a échoué, ce qui n'est pas le cas. Cette vision d'intelligence fixe, elle empêche en fait beaucoup de gens d'arriver au bout de ce qu'ils peuvent donner, parce qu'en fait pour eux l'échec c'est la fin du parcours, alors qu'en fait c'est le début. D'avoir une intelligence malléable, c'est l'idée de dire que l'intelligence ça se travaille. Le cerveau est un muscle et comme tout le reste, il faut le travailler. L'échec fait partie du processus. Il faut avoir l'intelligence comme une vision de faire du vélo. Quand on fait du vélo pour la première fois, d'abord on met les petites roulettes et tout, puis au bout d'un moment on enlève les petites roulettes, on y va, puis forcément on va se casser la gueule une ou deux fois. Et une fois qu'on s'est cassé la gueule, on va se dire « Ah oui, c'est vrai, ok ». Et on va se casser la gueule jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au début, on arrive à l'école, on met les petites roulettes, les enseignants nous aident, et au fur et à mesure on enlève les petites roulettes, mais ça veut pas dire qu'on se cassera jamais la gueule. Et même quelqu'un qui fait du vélo expérimenté, genre le gars qui fait le Tour de France, il va peut-être tomber. Et ça veut pas, il va pas tout arrêter et se dire « Ah, c'est bon, j'arrête le Tour de France ici, c'est la fin pour moi, j'arrête ma carrière ». Les échecs, c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus, et qu'au contraire, échouer, c'est se donner les moyens d'aller encore plus loin que là où on était, puisqu'on a vu où étaient nos difficultés. On a vu qu'est-ce qui nous a fait tomber, qu'est-ce qui nous a fait échouer. Et c'est ce qui nous permet d'aller plus loin. Et quelqu'un qui n'a jamais échoué va atteindre ses limites beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite en tout cas, que quelqu'un qui a échoué plusieurs fois, parce que du coup, il sait se relever. Et c'est ça qui est hyper difficile, c'est qu'aujourd'hui, on valorise les gens qui n'ont jamais échoué. Et donc, le premier échec pour quelqu'un, c'est toujours super compliqué parce que c'est une remise en question de la confiance en soi au possible en disant, c'est la fin de ce que je peux donner. Est-ce que c'est là où arrivent mes capacités ? Et c'est ce que j'ai beaucoup entendu chez mes amis en école d'ingénieur, qui arrivaient en prépa, avec le premier échec en prépa, qui est j'ai en dessous de la moyenne, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, et ok, donc c'est ça que je vaux. Non, c'est juste que la prépa, c'est autre chose. La prépa, c'est différent. Les études supérieures, c'est complètement différent. Il faut vraiment se rendre compte que, justement, là, en ayant échoué en prépa, aujourd'hui, c'est des gens qui sont en 2e, 3e année d'ingénieur et qui ont des bêtes de notes. Et c'est super pour eux. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont échoué en prépa.
parce qu'en prépa, ils se sont dit comment je fais pour surpasser ça. Du fait de mes expériences personnelles, j'ai toujours placé les études au-dessus de tout. C'est-à-dire que pour moi, les études se plaçaient au-dessus de ma propre vie. Et ça s'est ressenti au lycée, où je ne faisais aucune activité sportive, aucune activité extrascolaire. Je voyais très rarement mes potes, à part en vacances. Et en fait, j'étais dans un lycée privé catholique, de haute excellence, comme ils aiment l'appeler, et où en fait, le besoin de la note était là. C'est-à-dire que pour moi, un 14, c'était déjà un échec. Alors que 14, bon, c'est franchement très bien. Je ne vivais que par les études, donc je ne faisais que ça de ma vie, c'est-à-dire que je rentrais le soir, je faisais mes devoirs et je dormais, c'était à peu près tout. Et je n'avais aucune autre vision de ce qui pouvait être important pour moi et de ce qui me constituait. Sauf que au fur et à mesure du temps et par plein d'expériences personnelles qui ont été un peu compliquées, il s'avère que au baccalauréat, j'ai pas pu travailler comme je le voulais et j'ai pas eu les notes que je voulais. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «OK, c'est ça que je vaux pour toute ma vie, quoi». Donc je ne vaux pas plus qu'un 14, toute ma vie, sachant que pour moi un 14 c'était un échec, je le rappelle, alors que pas tant. Et ça m'a bloquée parce qu'à part les études, j'avais rien d'autre à quoi m'accrocher. Et pourtant, j'avais fait énormément d'efforts. J'ai fait avec ce que j'avais. À ce moment-là, ça allait pas trop bien parce que donc je venais de perdre mon papa et dans des circonstances un peu terribles. C'était un suicide, donc c'était un peu compliqué. Donc une ambiance folle pour une gamine de 16 ans. Et en fait, je me suis complètement rabattue sur les études. Donc j'ai fait encore plus que ça. J'ai complètement mis tous mes efforts dans les études au profit de mon deuil, du coup, que je n'ai pas fait. Sauf que quelques jours avant le bac, je n'arrivais pas en fait à dormir et du coup, je travaillais la nuit. Je dormais 4 heures par nuit. J'arrivais le matin au lycée avec ma gourde de café. Je prenais mon café, j'en reprenais un à midi, j'en reprenais un à 16h, je repartais. Résultat, en fait, j'étais épuisée. J'étais à bout. Je travaillais. Les vacances, je savais pas quoi faire d'ailleurs pendant les vacances. Du coup, je travaillais. Donc j'ai fait que taffer, voilà, à coup de 4 heures par nuit de sommeil, j'étais épuisée. Et puis pendant le bac, je me suis endormie pendant l'épreuve de philo. Et quand je me suis réveillée, il me restait 1 heure pour finir l'épreuve. Du coup, j'ai pas eu une bonne note. Et c'est seulement après le bac et après l'échec que j'ai eu que j'ai commencé à faire mon deuil. Parce qu'en fait, j'avais plus rien à faire. J'avais pris un coup à mon ego avec ça parce que j'avais travaillé. Et je connaissais tous les auteurs sur le bout des doigts. Voilà, pareil pour mon épreuve d'SVT. Mais j'étais prête, mais hyper prête pour le bac. Bon, de toute façon, je faisais que ça. Donc, si tu veux, c'est... il y avait qu'une seule issue possible pour moi. Sauf que ouais, quand tu t'endors pendant les épreuves, quand tu lis 4 fois la même phrase parce que tu n'arrives plus à lire, il y a énormément de choses qui font que voilà, on a beau donner tous les efforts, parfois ça fonctionne pas. C'est pour ça aussi que c'est important de ne pas rentrer non plus dans de la méritocratie, ce que j'aime pas trop. Oui, bien sûr, les efforts, ça paye, mais parfois même avec tous les efforts du monde, ça paye pas. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas fait assez d'efforts. Parfois, ça veut juste dire que l'environnement autour, que le contexte ont fait que c'était pas possible à ce moment-là. Moi, pour le bac, à ce moment-là, c'était pas possible que j'ai une autre note parce que quand on vient de perdre un proche et qu'on est en deuil, c'est hyper compliqué de pouvoir se centrer sur les études. Et c'est comme ça. Mais ça veut pas dire que j'aurais dû faire plus d'efforts parce qu'en fait, je pouvais pas en faire plus. J'aurais dû faire plus attention peut-être, mais même là, je pense que j'en aurais pas été capable. C'est important de se dire que parfois on n'y arrive pas et que c'est OK. Vous pouvez pas me dire: «OK, bon, j'ai pas eu une bonne note, mais par contre, ouais, je suis une super chanteuse» ou je sais pas, «je fais du sport, c'est super, machin». Non, j'avais que ça. Alors j'ai pas retenté mon bac, je vous avoue, parce que le bac, une fois qu'on l'a, voilà. Et puis, j'ai réalisé aussi avec le recul que personne te dit: «Et toi alors, tu eu quelle mention au bac?» Mais je l'ai vraiment vécu comme ça, quoi. Voir le tableau, en fait, où on va voir, justement les résultats du bac et regarder, sur le tableau de la mention très bien, le regarder 1 fois, le regarder 2 fois, le regarder 3 fois, faire: «Mais attends, mais ah, j'ai peut-être eu la mention d'excellence, OK, je vais regarder la mention d'excellence». Regarder 1 fois, regarder 2 fois, regarder 3 fois, me dire: «OK, donc j'ai pas eu ça» et me retrouver dans la mention bien, quoi. Donc c'est bien. Enfin, avoir une mention bien, c'est déjà extraordinaire. Avoir une mention au bac, c'est déjà super. Mais à l'époque, pour moi qui n'avais que ça, avoir la mention bien, c'était me dire: «OK, donc là, ma vie vaut un 14».
Ce qui est très valorisé aujourd'hui, c'est l'intelligence logico-mathématique, avec l'idée d'avoir un raisonnement logique qui est fluide, qui est rapide et qui est efficace. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Estimer qu'on n'a qu'un seul type d'intelligence, c'est oublier qu'on en a plein d'autres. On peut avoir une intelligence émotionnelle, une intelligence sociale. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est peu exploité dans le second degré. Donc c'est-à-dire collège-lycée. Ce qui est plutôt dommage parce que c'est des compétences et des formes d'intelligence qui sont très importantes. Et avoir pareil une intelligence kinesthésique, savoir se mouvoir dans l'espace avec son corps de la meilleure manière possible, c'est hyper important pour tout simplement avoir une vie saine. Et je pense notamment aux prépas. J'ai beaucoup de potes en prépa, donc c'est pour ça que ça m'y fait penser, mais j'ai eu beaucoup de potes en prépa qui ont délaissé tout le reste pour la prépa, au profit du coup de l'intelligence logico-mathématique qui devient presque reptilienne. Enfin, j'ai des potes en prépa médecine, c'est des monstres, mais à côté de ça, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas touché à un vélo, ça fait 2 ans qu'ils sont pas partis au cinéma. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout valorisées. Un des marqueurs, en fait, je trouve, de ça, c'est les tests de QI. Je trouve aussi qu'on a beaucoup cette vision dans la société avec les tests de QI comme l'explication royale de l'intelligence. C'est-à-dire que tu veux savoir si t'es intelligent, tu vas voir un neuropsychologue, il te fait un petit test, là tu joues avec des cubes, et à la fin que tu as fini de jouer avec des cubes, on te dit, bon bah voilà, t'as 130 de QI, et tu dis, bah super, je suis meilleur que les autres, ou super, j'ai 130 de QI. Et c'est super pour cette personne. Mais après, il faut savoir l'utiliser aussi. Pour comprendre ce que c'est que les tests de QI, il faut comprendre comment on les passe. Et donc, on les passe avec 2 tests pour enfants et pour adultes qui s'appellent la WISC et la VICE. La WISC et la VICE, c'est donc des petits tests. On en a plusieurs. On a des tests de vocabulaire. Donc, on va vous demander, demain, qu'est-ce que ça veut dire congrès ? Et vous devez expliquer ce que ça veut dire. Et si vous arrivez à expliquer, ça veut dire quelque chose de vos notions de vocabulaire. Il y a des tests qui vont être, par exemple, des cubes. On va vous montrer une image, avec des cubes, vous devez refaire l'image, etc. Ça veut dire que vous avez une bonne visualisation de l'espace. Ça veut dire que vous avez un bon vocabulaire. Est-ce que ça veut dire que vous allez réussir votre école d'ingénieur ? J'en suis pas sûre. Peut-être que socialement ou même émotionnellement, j'ai rencontré beaucoup de gens HPI qui sont incapables d'exprimer leurs émotions. Et c'est dommage parce que oui, ça veut dire plein de choses être HPI, ça veut dire que ça tourne très vite, ça veut dire que très rapidement, on a beaucoup de pensées qui fusent et c'est important de le savoir, mais ça veut pas dire qu'on est meilleur que les autres et ça veut pas dire non plus que on est bon sur tous les plans, sur le plan émotionnel, sur le plan social, sur le plan kinesthésique, il y a beaucoup de choses qui se font. En fait, le WISC et la VICE et l'intelligence cognitive, donc logico-mathématique, ce sont des théories qui sont importantes, qui ont été validées, mais il y en a d'autres. Je trouve ça dommage de baser toute une société et toute une vision de l'intelligence sur des théories et sur savoir mettre des cubes dans un ordre. Une forme d'intelligence aussi qui est assez intéressante, c'est l'intelligence intrapersonnelle. En fait, l'intelligence intrapersonnelle, c'est l'idée de se dire « je me connais bien, je sais ce dont j'ai besoin ». Ça va aussi avec l'intelligence émotionnelle complètement. Mais en fait, on peut être intelligent émotionnellement pour les autres. Ça veut dire qu'on peut se dire ah, je pense que cette personne est triste parce que je vois qu'elle a des petits yeux, tout ça. L'intelligence intrapersonnelle, c'est l'intelligence de savoir où sont ses limites, de savoir où on en est émotionnellement, de savoir quels sont ses besoins et de savoir les respecter. Et malheureusement, encore une fois, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Et en fait, sous le mot intelligence, il y a énormément de choses. Il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Piaget. Lui, il a défini l'intelligence comme la capacité à s'adapter. C'est juste ça. Ça peut être la capacité à s'adapter sur tout. Ça peut être effectivement sur du logico-mathématique, donc avec des problèmes. Ça peut être en fonction de ses besoins, donc de l'intrapersonnel, émotionnel, social, etc. Et que tout ça, en fait, c'est sous-tendu par des compétences qu'on va développer au fur et à mesure de notre vie. Et justement, ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur les compétences logico-mathématiques, avec notamment la WISC et la VICE, je vous en ai parlé, mais très peu sur les compétences émotionnelles, etc., qu'il faudrait vraiment apprendre aussi, je pense. Moi, je me base sur les différentes formes d'intelligence de Gardner, je tiens à le préciser, parce que quand même, faut préciser l'auteur sur lequel je me base, parce qu'il y a sûrement d'autres auteurs qui ne seront pas du tout d'accord avec ça, mais j'ai trouvé que c'était celui qui avait le plus de formes d'intelligence différentes et varié, mais il y en a sûrement plus. Il y a d'autres auteurs qui vont trouver qu'il y en a moins. L'idée principale, c'est de dire qu'il n'y a pas que l'intelligence logico-mathématique. Donc on a l'intelligence naturaliste aussi, donc c'est pouvoir comprendre la nature et ce qu'il y a autour de nous. Et dans comprendre, il y a aussi une forme d'écologisme du coup qui est sous-tendu. C'est de comprendre pas forcément comment la nature fonctionne de A à Z, mais de comprendre son impact qu'on peut avoir sur la nature et de comprendre comment on interagit avec et qu'est-ce que notre petite vie sur Terre peut faire dans la nature de manière générale.
L'intelligence, elle est complètement évolutive dans l'idée de ne pas avoir une vision de l'intelligence fixe. En fait, c'est hyper important de se dire que l'intelligence, ça se travaille. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est pas bon en intelligence logico-mathématique, avec du travail, peut le devenir. Alors évidemment, il y a des prédispositions. Il y a des gens qui vont arriver avec une prédisposition logico-mathématique de fou, qui vont vous faire des calculs en 4 secondes. Il y a des gens qui vont avoir une prédisposition à l'intelligence musicale. J'ai un professeur qui m'a marqué, c'est un professeur de physique. Il m'a dit 2 choses. Il m'a dit que lui, il était éclaté en physique avant. Il était nul et qu'il avait fallu attendre la fin de la licence pour qu'il soit un peu bon en physique. Et je me dis, mais putain, mais comment il a fait pour tenir jusqu'à la fin de la licence en se disant, bah, c'est pas grave, j'y vais. Et il m'a dit, on devient professeur pour montrer comment on a réussi ou pour montrer comment on a échoué. Et j'ai trouvé ça super beau. Et en fait, lui, il était là pour montrer comment il avait échoué. Il était particulièrement attentif aux élèves qui galéraient parce qu'en fait, il se voyait beaucoup en eux. Et il essayait de donner plein de tips pour y arriver et tout. Donc en fait, Monsieur Perret, c'est la preuve vivante qu'on peut devenir bon dans des choses dans lesquelles on ne s'attendait pas forcément à être bon avec du travail. Mais par contre, encore une fois, une nuance à mettre. Quand on a tout l'environnement autour qui fait qu'on ne peut pas travailler de la manière dont on veut, il ne faut pas non plus s'en vouloir, même avec tout le travail qu'on peut fournir. Parfois, ça ne suffit pas et c'est pas grave. Le sujet de l'intelligence et des différentes formes en fait d'intelligence est super important parce que déjà d'un point de vue éducatif en fait ça bloque beaucoup de personnes à faire ce dont ils ont envie parce qu'ils ont l'impression de pas être bons dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors qu'avec du travail et en acceptant que parfois on va échouer mais que le but c'est de se relever, et ben on y arrive. Mais aussi parce que de manière générale dans la vie tout court, ça nous bloque dans l'idée de faire plein de choses. En fait, il n'y a pas que l'intelligence logico-mathématique. Et on n'est pas obligé de s'arrêter à un seul type d'intelligence. On peut être très bon en musique et très bon en maths. On peut être bon dans plein de choses différentes. Et se bloquer sur un seul type d'intelligence et se bloquer sur toute une partie de la vie qu'il y a autour. L'intelligence logico-mathématique, c'est pas toute la vie. Et qu'il y a plein d'autres choses autour de ça qui font que la vie est belle. Il y a plein de gens qui vont avoir un QI 200 et qui vont être de super musiciens ou de super zoologistes, etc. Le QI, ça veut rien dire de particulier. Il y a des gens qui vont avoir une intelligence sociale de fou, une intelligence émotionnelle extraordinaire et qui vont pouvoir devenir psychologues et éducateurs spécialisés. Qu'il faut de toutes les intelligences pour faire de tous les métiers. Parce que c'est avec l'intelligence kinesthésique qu'on va pouvoir devenir boulanger, que c'est avec l'intelligence émotionnelle qu'on va pouvoir devenir professeur, avec l'intelligence logico-mathématique qu'on va pouvoir devenir ingénieur, mais pas que, mais pas que. Si vous avez apprécié ce podcast, pensez à partager cet épisode et à vous abonner. À très bientôt!